Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Fin du sommet extraordinaire de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, consacrée à Boko Haram. Les États membres ont élaboré une stratégie commune pour lutter contre le groupe terroriste très actif dans la sous-région. Le président congolais Joseph Kabila souhaite que seule son armée participe à l'offensive contre les rebelles rwandais des FDLR. Il ne veut plus du soutien militaire des Nations Unies. Et un point enfin de ce journal sur la tropicale Amissa Bongo, le tour cycliste du Gabon. Mais tout d'abord en Centrafrique, le Parlement de transition a adopté ce lundi l'avant-projet de constitution qui sera transmis prochainement au gouvernement. Le texte, qui n'en est pas encore à sa version définitive, a été adopté avec 83 voix pour, 8 contre et 8 abstentions. Le texte conservera le principe fondamental déjà présent dans la Constitution de 2004 du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Des innovations comme la séparation de l'État et de la religion, l'unité nationale ou encore la paix sociale seront ajoutées à cette nouvelle version pour éviter au pays de replonger dans la crise. Les chefs d'État d'Afrique centrale se sont réunis ce lundi pour un sommet extraordinaire en vue d'élaborer une stratégie commune dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. En ce sens, 50 milliards de francs CFA ont été débloqués pour aider le Cameroun et le Tchad qui se sont engagés militairement dans la guerre contre Boko Haram. Narcisse Doumbé et Serge Kofi. C'est sur l'adoption d'une déclaration forte que les chefs d'État membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale se sont séparés à l'issue du sommet de Yaoundé de ce lundi. Il est désormais question de mettre en commun les forces et les moyens des divers États membres de la CEAC, conformément au pacte de solidarité signé à Malabo en Guinée équatoriale en février 2000. L'Afrique centrale a donc pris l'engagement ce lundi de ne faire aucune concession face à la menace que représente Boko Haram pour la sous-région. Condamnons avec la plus grande fermeté les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Condamnons également les financements et toute autre forme de soutien au groupe terroriste Boko Haram. Condamnons en outre les prétentions injustifiables de ce groupe terroriste de créer un califat islamique dans la zone du lac Tchad, tendant de ce fait à remettre en cause les frontières nationales. De nombreuses résolutions ont également été prises à l'issue de ce sommet, notamment une aide multiforme pour le Tchad et le Cameroun, les deux principaux États de la CEAC engagés dans ce conflit armé contre Boko Haram. Les chefs d'État ont réaffirmé leur ferme volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad dans le cadre des mécanismes prévus par le protocole relatif au COPAX et le pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la CEAC, par une aide d'urgence en ressources financières d'un montant de 50 milliards de francs CFA, en troupes, en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipements militaires divers et en appui aérien. Comme ça a été le cas pour la lutte contre les actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée, on s'achemine vers la mise en place d'une plateforme Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pour lutter contre Boko Haram. Les présidents Théodore Obiang Mambazogo de Guinée équatoriale et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo ont été chargés par leur père de mener les négociations. Et le Niger également est engagé militairement dans la guerre contre Boko Haram. Le pays poursuit toujours ses offensives contre le groupe terroriste et pour soutenir les soldats, des marches sont organisées ce mardi à travers tout le pays. Une marche républicaine en soutien à l'armée, mais aussi à la population victime des exactions de Boko Haram. Dans le reste de l'actualité, le président congolais Joseph Kabila a convoqué à la présidence près de 20 ambassadeurs pour leur faire savoir qu'il renonçait à tout soutien des Nations Unies pour mener une offensive armée contre les rebelles rwandais des FDLR. La MONUSCO n'a pour l'instant pas réagi. Il a également évoqué son désaccord avec l'ingérence dont pouvait faire preuve la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Alfred Chango.
première, c'est que dans ce bras de fer qui oppose le gouvernement congolais à la MONUSCO, la RD Congo peut souverainement, légitimement engager ses propres troupes contre les FDLR sans qu'on puisse présager justement du résultat au final. Parce qu'il se pose beaucoup de problèmes de moyens logistiques, de moyens donc matériels, sanitaires et alimentaires, et le financement d'une telle opération pour l'armée congolaise par le gouvernement congolais tout seul. La deuxième chose, ce que le gouvernement congolais ne peut pas faire, c'est-à-dire demander le désengagement total de la MONUSCO, et du coup, on a entendu dire qu'effectivement le mandat de la MONUSCO peut s'appliquer sans l'implication du gouvernement congolais, et donc c'est une manière au fond de couper la poire en deux et de sauver la face aux uns et aux autres. En réponse aux 21 coptes égyptiens tués par l'État islamique à Sirte en Libye, l'armée égyptienne a bombardé ce lundi des positions du groupe terroriste, faisant plus de 40 morts. Un événement qui met de nouveau en lumière les divergences des deux gouvernements libyens, celui reconnu par la communauté internationale qui a d'ailleurs aidé l'Égypte dans cette offensive, et celui basé à Tripoli qui dénonce là une atteinte à la sûreté de l'État. Ibra Radindiaï. Première offensive égyptienne contre l'État islamique. L'armée de l'air égyptienne a bombardé ce lundi 16 février des positions du groupe islamiste en Libye. Cette opération aérienne a été réalisée conjointement avec les forces aériennes du gouvernement libyen reconnues par la communauté internationale et intervient au lendemain de la diffusion par l'État islamique d'une vidéo montrant la décapitation de 21 Égyptiens de confession copte. L'Égypte renouvelle son appel en direction de la coalition formée contre l'organisation terroriste Daesh afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour combattre l'organisation Daesh et les organisations terroristes similaires sur le territoire libyen. Les frappes aériennes égyptiennes font craindre un débordement de la crise libyenne en Égypte, mais pour de nombreux analystes, ces attaques des islamistes contre l'Égypte font partie d'une stratégie. L'Égypte devient le deuxième pays visé après la Jordanie, deux pays donc limitrophes d'Israël. Daesh cherche donc à faire venir les pieds des deux pays dans la confrontation directe, et cette méthode donc de logique de confrontation est une nouvelle méthode qui est cherché par le groupe de l'État islamique. Les attaques de l'armée égyptienne contre les positions de Daesh en Libye ne vont pas en soi résoudre le problème de ces actions terroristes, mais plutôt rendra visibles les attaques que les Égyptiens mènent depuis bientôt quelques semaines sur le front ouest. Cela fait donc deux fronts pour l'armée égyptienne, un front donc libyen et un front au Sinaï à l'est, et la tâche de l'armée égyptienne est une tâche lourde en ce moment. L'armée égyptienne annonce avoir visé des stocks de munitions, des centres de communication pendant son attaque. Elle déclare également avoir tué entre 40 et 50 combattants islamistes. Le Parlement libyen basé à Tripoli, qui s'oppose au gouvernement officiel libyen, a de son côté condamné le bombardement égyptien qu'il a qualifié d'atteinte à la souveraineté de la Libye. Et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi ne compte pas en rester là. Il a demandé une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour une intervention militaire d'une coalition en Libye. La seule option, selon le président égyptien, d'éradiquer le terrorisme dans la sous-région. Et c'était un jour de rentrée ce lundi 16 février pour les élèves et enseignants libériens. Les écoles étaient en effet fermées et la rentrée a été plusieurs fois reportée à cause de l'épidémie d'Ebola. Elles ont finalement rouvert à quelques exceptions près, comme l'école publique de West Point à Monrovia, détruite en partie et qui n'a pas pu être rénovée faute de moyens financiers. Du côté des écoles privées, faute de moyens également, beaucoup de parents n'ont pas pu payer les frais d'inscription. Une rentrée donc avec un très fort taux d'absentéisme. Et coup d'envoi du Tour cycliste du Gabon, autrement dit la Tropicale Amissa Bongo, ce lundi 16 février pour s'achever le 23 février à Libreville. Première étape Bongoville-Moanda, soit 100 km. Les détails avec ce reportage de notre envoyé spécial dans le Haut-Ogooué, Douglas Toutoum. Le Tunisien Rafa Chitoui de l'équipe Skydive Dubaï a remporté la première étape de la 10e édition de la Tropicale Amissa Bongo ce lundi entre Bongoville et Moanda. Le coureur tunisien de 29 ans qui participe à cette compétition pour la première fois a parcouru les 100 km de l'étape en 2h45 minutes grâce à un travail bien coordonné de toute l'équipe. On sait un peu comment ça marche cette course et le parcours c'est un peu dur. Et le chaleur aussi. Bon,
tous les jours, c'est la première étape, c'est la plus dure. Peut-être demain, ça va se calmer un peu. Ça va être plus contrôlé, la course. Le meilleur coureur gabonais a réussi à se hisser à la 58e place sur les 87 coureurs au départ. Cette performance reflète le niveau des athlètes gabonais. Cette première étape a été vraiment difficile pour nous, vu qu'avec les professionnels, le tempo qu'ils ont mis dans les premiers kilomètres jusqu'au 70e kilomètre, c'était l'enfer pour nous. Donc il fallait qu'on donne le meilleur de nous. Vous avez vu, presque tous les Gabonais ont décroché dans les 30 derniers kilomètres. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas, mais c'est le manque d'entraînement, le manque du suivi. Cette première étape dans la province du Haut-Ogooué a fait souffrir les coureurs sous une température qui avoisinait les 35 degrés. La seconde étape de cette compétition se déroulera dans les hauteurs de la province et s'annonce également très difficile pour les coureurs, mais surtout pour Rafa qui devra défendre son maillot jaune. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.